Bonjour tout le monde, bienvenue à cette belle conférence sur le syndrome du côlon irritable. Je suis docteur Anne-Isabelle Dionne, médecin de famille. Avant de me lancer dans le merveilleux monde des soins de santé en médecine intégrative, j'ai développé une expertise en soins critiques pendant une dizaine d'années. J'ai aussi fondé un organisme à but non lucratif qui se spécialise en prévention et en renversement des maladies chroniques. Donc, au fil du temps, j'ai été bien exposée à des pathologies gastro-intestinales et développer surtout cette expertise-là en santé fonctionnelle qui s'intéresse à l'équilibre digestif dans le but de bien vous parler du syndrome du côlon irritable. Alors, la conférence actuelle est rendue possible grâce à une subvention à l'éducation sans restriction de Lupin Pharma Canada qui a été dédiée en totalité au Centre Axis pour assurer sa pérennité. Aujourd'hui, on va discuter du syndrome du côlon irritable brièvement dans le cadre de cette petite conférence, sa prévalence, sa fréquence, les symptômes, les causes, c'est quoi le rapport avec le microbiote intestinal, c'est quoi le rapport avec des manifestations post-infectieuses, quels sont les critères diagnostiques pour savoir si vous avez vraiment le syndrome du côlon irritable, comment on peut le diagnostiquer, est-ce que c'est une menace pour la vie, est-ce qu'il y a des types particuliers et quel type vous avez, quels sont les traitements qui ont été documentés, qui sont efficaces pour aider à soulager les symptômes du syndrome du côlon irritable et qu'est-ce que vous pouvez faire dans la gestion de vos comportements pour aider votre état, quelques ressources disponibles pour vous éduquer davantage sur le sujet. Alors, qu'est-ce que le syndrome du côlon irritable? C'est une affection de l'intestin qui provoque généralement des douleurs abdominales et un changement au niveau des habitudes intestinales, entre autres des selles, dans leur fréquence et dans leur constitution. Il y a deux éléments physiologiques qui peuvent être perturbés dans l'émergence d'un syndrome du côlon irritable, soit la motilité digestive, donc la faculté de l'intestin de faire avancer le bol alimentaire à travers les anses intestinales en provenance de la bouche jusqu'à l'anus, et la perception sensitive. Alors évidemment, quand il y a une fabrication de gaz ou une progression du bol alimentaire dans les anses intestinales, ça peut distendre les membranes intestinales et générer une sensation de douleur pour les gens qui ont une perception qui est accrue sur le plan sensitif. Généralement, quand on fait état d'un syndrome du côlon irritable en termes de syndrome, c'est bénin, mais évidemment, ça appartient au praticien de santé qui évalue son patient de s'assurer qu'on a mis le doigt sur la cause sous-jacente et qu'il n'y a pas de pathologie grave qui pourrait exprimer les symptômes qui sont ressentis. Au Canada, c'est un des pays qui présente un des taux les plus élevés de syndrome du côlon irritable dans le monde. On parle de 13 à 20 des Canadiens qui vont souffrir de cette affection-là à un moment quelconque de leur vie, généralement durant l'âge adulte. On voit que 86% des femmes vont être atteintes du syndrome du côlon irritable, donc beaucoup plus fréquent chez les femmes que les hommes. On voit que contrairement à différentes maladies chroniques comme l'arthrite, le cancer, le diabète, certaines maladies cardiaques qui émergent davantage à partir de 50 ans et plus, par exemple au moment de la retraite, le syndrome du côlon irritable arrive durant les années où les gens travaillent activement, donc chez les gens un petit peu plus jeunes. Généralement, ça crée un grand fardeau dans la vie des gens qui sont atteints. Évidemment, les symptômes ressentis peuvent provoquer de la déprime, de la gêne. Ça peut occasionner une perte de productivité et de performance au travail. Euh, Évidemment, affecter la qualité des relations sociales en lien avec le fait de générer un horaire de soins pour aller à la salle de bain ou euh, perturber les horaires d'alimentation, par exemple, sachant qu'on ne peut pas manger tel ou tel aliment ou manger en grande quantité avec des amis dans un endroit autre que la maison. Évidemment, ça peut occasionner un fardeau financier personnel important, tant au niveau de l'absentéisme au travail que l'achat de différents produits pour essayer de soulager les différents symptômes qui sont ressentis. Les critères officiels du syndrome du côlon irritable sont ceux-ci. Donc, c'est une douleur abdominale qui doit être récurrente, en moyenne un jour et plus par semaine au cours des 3 derniers mois, et qui sont associés à au moins deux des éléments suivants, soit reliés à la défécation, associés à un changement de la fréquence des selles et associés à un changement de la forme et de l'aspect des selles. Évidemment, on souhaite que les critères soient remplis au cours des 3 derniers mois, donc pas nécessairement juste pendant 2 semaines après un voyage ou un événement qui pourrait avoir perturbé la digestion, et avec une apparition des symptômes au moins 6 mois avant le diagnostic.
Donc, ça doit être ça doit se manifester de façon un petit peu plus chronique que aiguë. Le syndrome du côlon irritable n'est pas une maladie à visage unique. Alors, on a parlé des critères diagnostiques spécifiques, mais il y a plein d'autres symptômes qui peuvent émerger de ce syndrome-là qui n'appartiennent pas nécessairement aux critères diagnostiques. Alors, plusieurs autres symptômes digestifs peuvent être ressentis, comme des douleurs abdominales, des crampes, des ballonnements, des selles de consistance totalement anormales, ça on en a parlé évidemment, dures, molles, la fréquence qui est évidemment anormale dans l'évacuation des selles, moins de 3 fois par semaine ou plus de 3 fois par jour, ce qui peut créer quand même un inconfort très important pour la plupart des gens. Un effort pour déféquer et à l'inverse, une défécation impérieuse, ce qui veut dire qu'on a de la misère à se rendre suffisamment rapidement à la salle de bain pour ne pas avoir des traces d'incontinence. Des fois, on peut ressentir une sensation de ne pas avoir complètement évacué le contenu de l'intestin au moment de la défécation, même avoir besoin de retourner souvent pour essayer de vider complètement l'ampoule rectale, la présence de mucus dans les selles. Par rapport à la douleur abdominale, on voit qu'il y a une grande majorité des gens qui vont ressentir une douleur abdominale modérée, quand même important, hein? Quand on travaille le jour où on a des contacts sociaux, ça peut impacter énormément le bien-être. 28% des gens vont avoir une douleur vraiment intense, 9% la pire douleur imaginable de leur vie, 4% très peu de douleur, un petit peu pour 20%, et 62% des patients ont indiqué que la douleur ne disparaissait pas après la défécation. Alors, ça peut se manifester de façon chronique. Les ballonnements vont être modérés à intenses pour la plupart des gens. Quelques patients vont, en fait le tiers, vont dire qu'il y a des ballonnements légers et très peu de patients vont témoigner du fait qu'il n'y a absolument jamais de ballonnement. Évidemment, dans ce questionnaire-là, qui est un sondage afin de répertorier les symptômes, permettait aux usagers de sélectionner plusieurs choix, ce pourquoi on arrive à plus de 100% dans l'addition des différents qualificatifs de la douleur. Donc, on voit généralement que les ballonnements sont très, très présents chez les gens qui souffrent de syndrome du côlon irritable. Il y a énormément d'autres symptômes qui sont extra-digestifs ou même digestifs hauts et donc qui appartiennent un petit peu moins à la sphère digestive basse, qui peuvent se manifester en présence de syndrome du côlon irritable. Entre autres, des manifestations psychiatriques comme l'anxiété, la dépression, des atteintes au niveau de l'estomac, donc du reflux gastro-œsophagien ou des inconforts au niveau de l'estomac, des douleurs menstruelles, de la sensibilité au niveau de la vessie, tendance à avoir des cystites interstitielles, donc des symptômes d'infection urinaire, mais sans nécessairement identifier de germes bactériens, donc souvent qui émergent de processus plutôt inflammatoires au niveau de la vessie, douleurs aux relations sexuelles, des migraines, de la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique et des troubles du sommeil dans 30% des cas. Alors, c'est un sujet qui pourrait mériter une présentation entière, mais l'axe intestin-cerveau est quelque chose qui est de plus en plus documenté. Donc, on sait que dans l'intestin, il y a plusieurs souches de bactéries qui vont contribuer à la fabrication de neurotransmetteurs qui vont avoir un impact direct sur les neurones qui sont responsables de la motilité intestinale et aussi dans la production de précurseurs de neurotransmetteurs qui vont être absorbés dans la circulation systémique et naviguer jusqu'au cerveau pour favoriser une bonne synthèse des neurotransmetteurs qui vont contribuer à la régulation psycho-émotionnelle de l'être humain. Il y a aussi le nerf vague qui va cheminer du cerveau jusqu'aux voies digestives qui a un aspect de transmission de l'information qui s'avère être bidirectionnel. Alors, autant la présence de stress, d'anxiété sur le plan primaire dans la gestion des émotions peut impacter la façon dont l'intestin va se comporter et vice-versa, si jamais il y a des déséquilibres sur le plan du microbiote intestinal au niveau de l'intestin et une production de certaines molécules qui peuvent émerger de souches bactériennes dans l'intestin, peut affecter la transmission au niveau du nerf vague et ce jusqu'au cerveau. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on voit l'émergence de autant de symptômes extra-digestifs lorsqu'on parle de syndrome du côlon irritable. Le microbiote intestinal, c'est une communauté de micro-organismes qui vivent dans l'intestin, qui va regrouper des bactéries, des champignons, des virus et des parasites. Alors, le système digestif étant de la bouche à l'anus, il y a des bactéries partout. Par contre, elles se manifestent de façon beaucoup plus concentrée dans le côlon, un petit peu moins dans l'intestin grêle
et ainsi de suite jusqu'à la bouche. Donc, on sait que la majorité du microbiote intestinal va cheminer davantage dans le côlon. On parle de à peu près 36 000 espèces, 31 trillions d'organismes microbiens, 10 fois le nombre de cellules dans notre corps. Alors, il y a énormément de micro-organismes dans notre système gastro-intestinal. Quand on va à la selle, c'est à peu près le 2 tiers du poids de nos selles qui sont constituées de bactéries, entourées de fibres et de matériel digestif qu'on veut excréter. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel génétique, évidemment, quand on a autant de micro-organismes qui ont de l'ADN et de l'ARN. On parle de plusieurs gènes, beaucoup plus que chez l'humain, entre autres. Alors, c'est un écosystème en soi. Moi, je l'appelle cet organe qui est notre microbiote parce qu'il a une relation symbiotique avec notre corps pour permettre l'homéostasie et le bon fonctionnement de tous nos systèmes. Alors, c'est quoi le rapport entre le syndrome du côlon irritable et le microbiote? Donc, l'équilibre des micro-organismes dans l'intestin a un immense rôle à jouer dans les symptômes du syndrome du côlon irritable. La dysbiose, c'est un terme qu'on utilise pour témoigner du fait que le microbiote intestinal a perdu son équilibre qui est précaire. Donc, imaginons le microbiote intestinal comme une toile d'araignée en 3 dimensions. Alors, si jamais on coupe 1 ou 2 ou 3 piliers, la toile va se ratatiner dans son centre et ne sera plus capable de garder une belle intégrité qui dépendait du lien entre chacun de ces piliers-là en 3 dimensions, par exemple. Alors, c'est un petit peu la même chose pour les microbiotes. Si jamais il y a une des souches ou plusieurs souches qui ne font pas une croissance optimale, ça va affecter la croissance de plein d'autres souches qui ne seront pas capables de croître de façon optimale, puis favoriser même la croissance de d'autres souches peut-être plus pathogènes qu'on ne voudrait pas voir croître dans l'intestin et qui peuvent contribuer à créer ce déséquilibre de la flore microbienne. Et on sait que les gens qui ont un syndrome du côlon irritable ont bel et bien démontré une anomalie, donc une dysbiose dans leur microbiote intestinal en ayant une abondance de certaines bactéries et une perte de diversité et une perte de certains autres micro-organismes bactériens, qui ne sont pas aussi abondants que chez une personne qu'on considère en très bonne santé intestinale. Alors, c'est un sujet qui est naturellement en train d'être étudié et qui va provoquer probablement une tonne de recherches dans les prochaines décennies. On est à l'émergence de nos connaissances par rapport à la compréhension du microbiote intestinal encore pour l'instant. Alors, comment se crée le syndrome du côlon irritable? Généralement, il y a plusieurs causes. On n'a pas mis encore le doigt sur l'émergence d'un seul processus qui pourrait être adressé d'une seule manière. Je vais vous parler ici des différents facteurs de risque qui peuvent affecter la physiopathologie et générer les symptômes qu'on peut voir dans le syndrome du côlon irritable. Alors, il y a évidemment des facteurs génétiques qui prédisposent l'individu à réagir davantage à son environnement. Donc, tout le monde peut avoir des prédispositions un peu différentes, à être plus ou moins susceptible à ressentir davantage la douleur ou à avoir une croissance de certains types de souches plus facilement que d'autres. Par contre, je dis toujours à mes patients que notre génétique ne nous confère pas une certitude de développer une maladie. Ça nous donne seulement une prédisposition. Et le fait qu'on gère bien nos comportements et notre environnement peut déterminer la fréquence ou l'intensité avec laquelle nos gènes vont s'exprimer pour favoriser l'émergence d'une maladie. La perturbation de la constitution du microbiote intestinal, la dysbiose, c'est clairement un des éléments qui est très associé au syndrome du côlon irritable. La motilité va être perturbée chez un grand niveau de patients qui va affecter en fait la façon dont l'intestin va faire progresser le bol alimentaire en provenance des voies digestives hautes jusqu'au côlon. Évidemment, s'il y a des gens qui ont cette affection qui peut perturber la motilité, les bactéries intestinales dans l'intestin vont avoir tendance à proliférer et à croître davantage en amont, dans les voies digestives un peu plus hautes. Ce qui fait que la fermentation qui va être induite par le fait qu'on ingère des aliments peut affecter des voies digestives un petit peu plus hautes que le côlon en soi. Donc, la motilité intestinale est un phénomène très important dans l'émergence de symptômes qu'on peut retrouver dans le syndrome du côlon irritable. La présence de la dysbiose, évidemment, quand elle est présente, va activer le système immunitaire et favoriser l'inflammation locale et systémique.
faut pas oublier qu'à peu près 70% de notre système immunitaire est caché dans la sous-muqueuse de l'intestin à la recherche de pathogènes ou de toxines alimentaires qui pourraient empoisonner l'individu. Donc, le système immunitaire a une grande pertinence à cet endroit-là, il va nous protéger. Par contre, quand il y a un déséquilibre du microbiote, il y a des signaux qui sont envoyés au système immunitaire qui ne sont pas nécessairement toujours sains et qui peut activer certains processus inflammatoires de façon chronique, de bas grade, et affecter la façon dont la douleur est ressentie et dont les symptômes extra-digestifs sont manifestés aussi. L'hypersensibilité viscérale est aussi un des éléments qu'on retrouve dans la pathophysiologie du syndrome du côlon irritable. Donc, il y a des gens qui sont prédisposés à ressentir beaucoup plus facilement la douleur. Il y a des souches bactériennes qui ont d'ailleurs été identifiées comme étant des déclencheurs d'augmentation de la douleur qui est ressentie par l'individu. Alors, cet état d'hypersensibilité viscérale-là peut émerger d'une dysbiose qui s'installe ou de prédisposition de l'individu en soi. La présence de stress peut affecter grandement la motilité intestinale, la physiologie digestive, évidemment, et la composition du microbiote. On a parlé tantôt de l'axe intestin-cerveau, qui est bidirectionnel. Alors, s'il y a des émotions ou un statut psycho-émotionnel vraiment détérioré, qui affectent négativement la façon dont l'intestin va se comporter dans sa motilité, dans la sécrétion de ces sucs digestifs, on peut créer une dysbiose de cette façon-là. L'apport en aliments fermentescibles, donc plein de types d'aliments contenant des fibres solubles qui ont un caractère facile à fermenter finalement par les bactéries de l'intestin, peut générer un petit peu plus de gaz et distendre davantage les anses intestinales qui peuvent évidemment déclarer plus de douleur chez les gens qui sont susceptibles de ressentir cette hypersensibilité-là. La perturbation de la physiologie digestive, on l'a nommé un petit peu plus tôt, peut affecter la sécrétion des acides biliaires, des acides gastriques, des enzymes digestives par le pancréas, par exemple. Donc, ce sont tous des éléments qui sont à considérer chez un individu qui a des manifestations digestives fonctionnelles, donc dans le but de savoir qu'est-ce qui peut causer cette émergence de déséquilibre à l'échelle de la physiologie digestive. Le syndrome du côlon irritable post-infectieux est une entité qui existe et on voit vraiment des gens qui ont un diagnostic d'infection gastro-intestinale de nature souvent bactérienne, avec des toxines bactériennes qui ont été excrétées, qui ont déclenché une intoxication alimentaire, donc de la diarrhée, des vomissements, de la fièvre par exemple. Et dans les semaines qui vont suivre, voire les mois qui vont suivre, vont avoir des symptômes qui s'apparentent aux critères du syndrome du côlon irritable. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un changement de l'écosystème microbien par la présence de ces pathogènes-là qui ont anéanti le potentiel de croissance des bonnes souches bactériennes ou qui ont favorisé la croissance de certains autres pathogènes pour ensuite induire un état de dysbiose intestinale. On voit aussi que le système immunitaire a pu réagir contre la présence de certaines toxines bactériennes en déclenchant la production d'anticorps contre ces bactéries ou toxines bactériennes-là. Et malheureusement, il y a certains de ces anticorps-là qui ne feront pas la différence entre les toxines bactériennes et certaines composantes protéiques qui existent dans le complexe migrateur moteur, là, qui est tout le réseau neural qui permet la motilité intestinale. Donc évidemment, si notre propre corps a une réaction auto-immune destructrice contre le réseau neural qui permet d'assurer une bonne motilité intestinale, et que cette motilité-là, elle est ensuite altérée pour permettre une meilleure progression ou prolifération des bactéries dans notre intestin vers les voies digestives plus hautes. C'est un phénomène qui favorise l'émergence de dysbiose intestinale et de fermentation accrue dans des segments digestifs qui ne seraient pas en théorie supposés adaptés au temps de gaz et donc ça peut créer des douleurs, des ballonnements, des inconforts digestifs importants. Évidemment, s'il y a présence de pathogènes qui restent présents ou une activation constante du système immunitaire, ça crée de l'inflammation de bas grade qui peut être associée avec tous les symptômes extra-digestifs que l'on connaît bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter le diagnostic du syndrome du côlon irritable? Vous aurez compris avec tout ça qu'il n'existe absolument aucun test de laboratoire précis pour déterminer si une personne est atteinte du syndrome du côlon irritable. Alors, les symptômes sont vraiment ce qui va guider le clinicien dans le but de déterminer qu'est-ce qui vous arrive.
Par contre, le clinicien doit faire un travail diligent, c'est-à-dire questionner vos antécédents médicaux, personnels et familiaux pour voir s'il y aurait prédisposition à développer des problématiques plus graves, comme des maladies inflammatoires intestinales, des cancers ou autres troubles digestifs qui ne s'apparenteraient pas au syndrome du côlon irritable. Le fait de faire un examen physique peut être important aussi pour vérifier au niveau de l'abdomen s'il n'y a pas des masses ou d'autres particularités qui pourraient nous orienter vers un diagnostic autre que le syndrome du côlon irritable. Certaines analyses de laboratoire, comme des analyses de sel en cas de diarrhée, par exemple, peuvent aller chercher s'il y a des parasites, s'il y a des bactéries dans le cadre d'une culture ou des marqueurs inflammatoires qui pourraient se voir sécréter davantage et qui nous mettraient sur la piste de diagnostics alternatifs qui peuvent être traitables. Donc, évidemment, si on parle de parasites ou de bactéries qui peuvent être traitées par des antiparasitaires ou des antibactériens, ou une maladie inflammatoire intestinale qui va nécessiter une approche différente dans ce cas-ci pour atténuer l'inflammation avec des agents qui vont jouer sur le système immunitaire. Les analyses de sang seront aussi pertinentes pour mesurer certains marqueurs inflammatoires si jamais votre praticien a l'impression que ça peut être un diagnostic alternatif intéressant à éliminer. La colonoscopie est un examen d'endoscopie digestive basse, donc qui permet, avec une caméra, d'aller voir au niveau de l'intestin, au niveau du côlon principalement, pour aller vérifier l'état de la muqueuse. Donc, en regardant s'il y a du sang, des ulcérations, des plaques, de la décoloration ou quoi que ce soit qui pourrait nous mettre sur la piste d'une atteinte organique qui est plus grave qu'un syndrome du côlon irritable, par exemple un cancer ou une maladie inflammatoire intestinale, des signes de colite de tout genre, qui pourrait favoriser une prise en charge différente que celle qu'on va proposer dans le syndrome du côlon irritable. Alors, c'est plutôt un diagnostic qu'on appelle d'exclusion, une fois qu'on a fait un bon travail. Alors, le syndrome du côlon irritable ne met absolument aucunement la vie en danger, heureusement, et ne mène pas au cancer ou à d'autres maladies plus graves. Par contre, votre praticien doit s'assurer qu'il n'y a pas de symptômes inquiétants ou alarmants, comme des segments, évidemment, autres que des hémorroïdes qui saignent un petit peu, hein, donc le sang qui pourrait provenir de d'autres régions de l'intestin et qui vont émerger à l'extérieur du corps à travers les selles mélangées, de l'anémie qui pourrait ne pas être expliquée par autre chose qu'un saignement digestif, une perte de poids involontaire malgré un apport calorique adéquat le jour, des symptômes qui vont se manifester davantage la nuit, alors des douleurs, des ballonnements ou avoir envie d'aller à la selle, ce qui va nous réveiller, ce qui est vraiment pas normal, et la présence de fièvre avec aucune cause infectieuse qui a bien été documentée. Surtout s'il y a des gens qui ont des symptômes, en fait, qui ont des antécédents familiaux, même personnels dans le passé, de toute maladie gastro-intestinale plus sévère, ben, c'est des choses qu'il faut absolument vérifier. Donc, évidemment, si vous avez ce genre de symptômes-là, il faut absolument consulter un médecin pour vous faire évaluer. Quels sont les types de syndrome du côlon irritable qui existent? En fonction des critères de Rome dont on a parlé un petit peu plus tôt, on peut préciser davantage les sous-types de syndrome du côlon irritable selon les habitudes intestinales qui sont prédominantes. Donc, vous voyez à gauche la belle échelle de Bristol qui manifeste les différents types de selles qu'un individu peut extérioriser en passant des petites croûtes de lapin jusqu'à la diarrhée qui est un petit peu plus aqueuse. Alors, vous aurez compris que le syndrome du côlon irritable de nature plus constipation versus diarrhée sont les deux sous-types qui sont assez fréquents. Et il y a aussi le sous-type qui est plutôt mixte avec constipation et diarrhée qui va cheminer en alternance. 41% des gens vont avoir une atteinte qui va être mixte, 35% avec diarrhée, un petit peu moins avec constipation. Et il y a certaines personnes qui sont incertaines de leur sous-type dans le sondage qui a été fait sur les habitudes intestinales. 53% des gens ont souffert pendant plus de 10 ans du syndrome du côlon irritable, ce qui est assez important. Donc, sachez qu'il y a des solutions et c'est la raison pour laquelle la conférence d'aujourd'hui est organisée. Alors, le syndrome du côlon irritable avec la diarrhée, pour être un petit peu plus précis, pour s'assurer que les gens comprennent bien, si jamais c'est le cas chez vous, c'est la diarrhée qui est un symptôme principal de ces syndromes-là. Alors, il va y avoir des douleurs abdominales, des selles liquides, et à l'occasion, il peut y avoir une perte de contrôle des intestins qui va mener à des petites incontinences.
D'ailleurs, une personne sur trois va avoir des signes de petites incontinences en ayant de la difficulté à se rendre à la salle de bain suffisamment rapidement à cause de la pression d'aller déféquer de façon impérieuse, trop souvent, trop facilement. Évidemment, ça a un impact très négatif sur la vie quotidienne. Pour ce qui est du syndrome du côlon irritable de nature plus constipation, alors c'est quand les aliments digérés se déplacent très lentement dans le tube digestif et s'éliminent vraiment trop difficilement. En conséquence, les selles vont rester impactées dans l'ampoule rectale, par exemple. Elles vont être dures, sèches, grumeleuses et très difficiles à évacuer. Alors, on sait aussi de façon parallèle que les gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable vont avoir, pour une bonne majorité d'entre eux, on parle entre 20 et 65 des gens, contrairement à 5 seulement dans la population générale, vont avoir des manifestations d'hypersensibilité alimentaire. Donc, le fait de s'exposer à un aliment particulier va générer davantage de symptômes que les gens normaux qui peuvent en manger de façon abondante. On voit aussi qu'il y a des gens qui vont souffrir de la sensibilité non cœliaque au gluten. Alors, c'est une manifestation de symptômes face au gluten qui est contenu dans le blé, sans nécessairement avoir d'anticorps positifs à la maladie cœliaque. On voit que cette entité-là peut cohabiter avec les gens qui vont souffrir de syndrome du côlon irritable. Il faut aussi faire la différence entre la réaction au fructane, qui est un glucide, un type de glucide qui est contenu dans le blé, qui est différente de la protéine du gluten, la gliadine, qui est contenue dans le blé aussi. Donc, une nutritionniste expérimentée peut vous aider à faire la différence. Il y a beaucoup de gens qui vont souffrir d'intolérance au lactose et ou au fructose, qui vont avoir une détérioration de leurs symptômes uniquement en consommant ces aliments-là et qui vont quand même s'inscrire dans les critères de diagnostic du syndrome du côlon irritable. Et évidemment, les aliments riches en FODMAP sont très fréquemment reliés à l'apparition de symptômes de syndrome du côlon irritable. C'est d'ailleurs une des lignes de traitement qu'on va suggérer chez les patients qui veulent atténuer les symptômes, de diminuer les FODMAP. Alors, les FODMAP sont des types de glucides qui vont être fermentescibles par les bactéries qui produisent du gaz dans l'intestin, ce qui va générer des ballonnements et de la distension des anses intestinales qui va conduire aux crampes qu'on ressent lorsqu'on a un syndrome du côlon irritable. 75% des patients et plus qui sont atteints du syndrome du côlon irritable pourraient vraiment bénéficier d'une alimentation qui va restreindre les FODMAP. Donc, évidemment, si on enlève le type de glucides fermentescibles qui va être fermenté facilement par les bactéries intestinales, on va réduire la quantité de gaz qui va émerger et donc la distension potentielle des anses intestinales, donc un petit peu moins de douleur. Par contre, le fait de restreindre les FODMAP pendant trop longtemps, de façon trop intense, on peut conduire à une dysbiose intestinale, donc on peut nuire à la croissance de certaines souches de bactéries qui dépendent de ces fibres solubles-là, qui sont essentielles pour le maintien d'un microbiote en bonne santé. Alors, on utilise la méthode de diète d'élimination. Donc, on va éliminer différentes classes de FODMAP et on va les réintégrer au bout d'un certain temps pour voir la tolérance potentielle des individus en regard des différentes souches ou de classes, finalement, de FODMAP. Alors, le traitement du côlon irritable va s'inscrire dans différents pôles. On va en discuter plus en détail par rapport à tous ces pôles-là. Alors, il n'y a pas de traitement universel. Rappelons-nous qu'il faut comprendre la cause. On a regardé ensemble tous les mécanismes physiopathologiques qui peuvent créer la dysbiose intestinale. Donc, le praticien doit se poser des questions en regard de l'émergence de cette dysbiose intestinale et des facultés digestives endogènes qu'on manifeste chacun d'entre nous. Donc, s'assurer qu'il n'y a pas des causes bien claires qui peuvent émerger de ça pour les adresser de façon bien unique. Alors, le traitement est individualisé parce que les causes, évidemment, peuvent varier d'une personne à l'autre. Alors, de façon générale, les traitements possibles peuvent s'inscrire à travers l'amélioration du régime alimentaire. Donc, on va favoriser l'apport en fibres solubles à chaîne longue parce qu'on sait que les fibres solubles à chaîne plus courte, comme par exemple celles qui vont appartenir aux classes des FODMAP, vont avoir tendance à augmenter leur potentiel de fermentation.
L'amélioration du mode de vie, donc l'exercice, l'hygiène du sommeil, font partie des éléments qu'on suggère pour atténuer les symptômes du syndrome du côlon irritable. L'atténuation du stress aussi, on a parlé de l'axe intestin-cerveau. La médication en fonction des différents types du syndrome du côlon irritable est aussi un outil très important à proposer aux patients qui souffrent du syndrome du côlon irritable. Par rapport aux fibres, alors on peut distinguer deux types de fibres, les fibres solubles et les fibres insolubles. On va en parler un petit peu plus en détail dans les diapos suivantes. Les fibres sont très importantes dans l'alimentation d'un individu. Elles vont agir comme prébiotiques. Donc, certains types de fibres vont agir davantage comme un prébiotique, par exemple davantage les fibres solubles, et qui vont permettre finalement en fait, de nourrir et de favoriser la croissance de certains types de bactéries dans notre intestin qui sont favorables et dont on veut une présence abondante. Ils sont vraiment insuffisants dans nos régimes occidentaux, donc on favorise un apport de 25 grammes chez les femmes, 38 grammes chez les hommes, et souvent on peut voir que près de la moitié de cette quantité-là qui est recommandée est atteinte au quotidien quand une personne a une alimentation un peu transformée, nord-américanisée, si on peut se permettre de la qualifier de cette façon-là. Alors, évidemment, les gens qui ont un apport complètement insuffisant en fibres vont avoir un petit peu plus de symptômes gastro-intestinaux par le fait que le microbiote intestinal va avoir été mal nourri et dont la croissance va avoir été altérée par ce changement d'alimentation. Parlons un petit peu plus des fibres solubles. Ce sont un type de fibres qui se dissolvent dans l'eau et vont servir de nourriture aux microbes bénéfiques de notre intestin pour favoriser la production d'acides gras à chaîne courte qui sont des métabolites, donc des molécules qui sont fabriquées par les bactéries de notre intestin qui vont avoir un effet local sur les cellules de l'intestin, qui vont avoir la chance d'être aussi absorbées dans la circulation systémique et avoir un effet extra-digestif sur plein d'organes de notre corps, incluant jusqu'au cerveau, et qui peuvent moduler favorablement l'inflammation, le système immunitaire, la fonction de la synthèse de neurotransmetteurs, etc. Donc, comme je vous disais tantôt, notre organe distinct qui est le microbiote intestinal agit de façon synergique avec notre corps et qui peut entretenir des fonctions systémiques très importantes dans l'homéostasie de la physiologie humaine. Donc, c'est très important de nourrir convenablement notre microbiote intestinal et les fibres solubles comme prébiotiques en font partie. Alors, il y a certains types de fibres solubles, particulièrement les fibres solubles à chaîne longue, peuvent améliorer les symptômes de constipation associés au syndrome du côlon irritable avec constipation et favoriser la régularité des selles. Donc, c'est d'ailleurs une recommandation de l'Association canadienne de gastroentérologie en regard du soulagement des symptômes des gens qui souffrent du syndrome du côlon irritable avec constipation. Les fibres insolubles ne sont absolument pas décomposées par les microbes de notre intestin et elles vont avoir le qualificatif de fabriquer les selles qu'on va excréter, donc favoriser la matière fécale. Donc, elles vont se gonfler dans les selles pour s'assurer qu'on puisse bien excréter les matières qu'on veut excréter du corps, finalement. Alors, on veut absolument avoir des fibres insolubles dans l'alimentation, tout comme des fibres solubles. Par contre, il n'y a pas nécessairement de recommandation bien claire à l'égard de certaines fibres insolubles à augmenter davantage dans l'alimentation quand on souffre du syndrome du côlon irritable. Parmi les aliments qui sont riches en fibres solubles, voici un exemple de certains aliments qui vont en contenir. Évidemment, certains d'entre eux peuvent favoriser la fermentation et donc l'augmentation de la production du gaz et de la distension des anses digestives pouvant conduire à une exacerbation de certains symptômes. Certains autres types de fibres solubles à chaîne plus longue vont être moins susceptibles de causer des inconforts digestifs. Donc, c'est très important de cheminer avec une nutritionniste d'expérience pour vous aider à faire la différence entre les différents types de fibres solubles qui peuvent vous aider. Et évidemment, si vous faites le choix de retirer certaines fibres solubles par leur effet de fermentation qui est accru dans votre intestin, c'est important de ne pas le faire très longtemps, seulement dans une perspective de d'essai thérapeutique, dans le but de traiter peut-être le microbiote sous-jacent pendant ce temps-là, et de réintégrer ces fibres-là pour préserver une bonne
diversité alimentaire et favoriser la croissance de toutes les bonnes souches de bactéries qui peuvent dépendre de ce type de prébiotiques-là pour cheminer en harmonie dans votre intestin. Les prébiotiques, on en a parlé un petit peu, c'est la partie indigeste des aliments. Donc, entre autres, les fibres solubles sont un prébiotique, entre autres, favoriser la croissance d'acides gras à chaîne courte dont j'ai parlé un petit peu plus tôt. Alors, il n'y a pas toujours les fibres solubles qui sont considérées comme des prébiotiques dans l'intestin. Par exemple, les polyphénols qu'on peut voir dans les végétaux et certains types d'oméga, en fait, les oméga-3, entre autres, ont un caractère de prébiotiques aussi pour favoriser la croissance et l'harmonie de en fait, de l'équilibre entre les souches commensales de l'intestin qu'on veut voir cheminer dans notre microbiote intestinal. Les probiotiques, quant à eux, sont des micro-organismes vivants qui peuvent être donnés sous forme de suppléments ou d'aliments. Donc, par exemple, le yogourt, le kéfir, le tempeh, choucroute, kimchi vont contenir énormément de probiotiques. Ce sont tous des matières qui sont fermentées et qui donc favorisent la croissance de certaines bactéries, entre autres les lactobacilles, par exemple, qui vont avoir tendance à venir faire un beau tour dans notre microbiote intestinal. Ils ne vont pas nécessairement toujours s'implanter, mais ils vont favoriser un bel effet de compétition contre certains autres pathogènes ou d'autres souches de bactéries qui peuvent croître de façon excessive par rapport à ces bonnes bactéries-là qu'on peut retrouver dans ces aliments fermentés ou dans les probiotiques en supplément. Alors, il manque beaucoup d'études pour vraiment qu'on s'assure d'avoir des lignes directrices en regard de l'administration de certains suppléments en lien avec le syndrome du côlon irritable. Par contre, je peux vous référer à une référence que j'apprécie beaucoup, www.probioticchart.ca documente toutes les études qui ont été faites en regard du syndrome du côlon irritable avec diarrhée, constipation ou d'autres conditions gastro-intestinales, inflammatoires ou non, par rapport aux différents probiotiques qui sont disponibles au Canada. Donc, sachant bien qu'on n'a pas encore des décennies et des décennies de regards rétrospectifs sur l'évolution des différents types de probiotiques sur la santé digestive, il existe quand même des données qui peuvent vous aider à choisir le bon probiotique en fonction de vos différents symptômes. Le mieux est de faire certains essais. Si jamais ça ne fonctionne pas bien, vous pouvez changer de type de probiotique. L'activité physique, très importante, peut réduire le stress, la dépression, l'anxiété, les symptômes gastro-intestinaux comme les douleurs abdominales et les ballonnements. Ça a bien été étudié. On sait que c'est un traitement efficace à long terme pour la gestion des symptômes reliés au syndrome du côlon irritable. Alors, tout comme pour la prévention et le renversement de certaines maladies chroniques, on recommande 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse par semaine. En ce qui concerne l'atténuation du stress, on recommande d'opter plutôt pour une thérapie cognitivo-comportementale ou un suivi par un professionnel qui peut vous aider à vous outiller pour mieux affronter les problèmes psychosociaux, gérer la pensée, les comportements, atténuer le stress, favoriser sa résilience, pour favoriser les symptômes gastro-intestinaux en regard du syndrome du côlon irritable. Donc, tout ça a été bel et bien étudié par rapport à l'effet de l'axe intestin-cerveau. Alors, on sait qu'il y a plein d'autres approches autres que la thérapie cognitivo-comportementale qui peut aider, comme l'hypnothérapie, la méditation pleine conscience, le contact avec la nature, par exemple l'acupuncture pourrait peut-être aider aussi. Donc, ce sont toutes des méthodes alternatives qui sont susceptibles de vous aider à atténuer le stress, à vous aider à mieux réguler ces émotions-là et avoir un impact positif sur la physiologie de votre intestin, ultimement. Il y a aussi les traitements pharmacologiques pour le syndrome du côlon irritable qui sont disponibles et qui peuvent être prescrits par vos médecins quand vous les consultez. Pour ce qui est du syndrome du côlon irritable avec diarrhée, il y a des produits qui ont été approuvés par Santé Canada, comme la rifaximine, qui est un antibiotique qui agit localement dans la lumière intestinale sur les bactéries de l'intestin. Donc, c'est un antibiotique qui est large spectre et qui va diminuer la charge bactérienne dans l'intestin et qui va permettre, par rapport au fait que si le syndrome du côlon irritable émerge d'un processus de dysbiose, va avoir tendance à diminuer le volume de ces bactéries-là, qui éventuellement vont reproliférer peut-être avec un meilleur niveau d'équilibre dans un deuxième temps. Il y a une très faible absorption systémique pour la rifaximine,
ce qui en fait un antibiotique de choix pour le traitement de la dysbiose intestinale quand on pense que ça peut être le siège du syndrome du côlon irritable. Contrairement à tous les autres antibiotiques qui sont utilisés de façon générale en médecine conventionnelle, qui vont être absorbés dans le corps et vont avoir un effet stérilisant dans plein d'autres tissus du corps, ce qu'on ne veut pas nécessairement quand on traite le microbiote intestinal. La rifaximin est très bien tolérée, très peu d'effets secondaires, puis peut être combiné à la limite avec d'autres antibiotiques si jamais le praticien en fait la demande pour traiter d'autres conditions. Alors, l'éluxadoline, dont la prononciation est moins facile, est un autre traitement autorisé par Santé Canada qui va traiter le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, qui va agir au niveau des récepteurs opioïdes locaux au niveau des intestins. Donc, ça va avoir un effet qui va favoriser l'atténuation du transit intestinal, alors un petit peu moins de diarrhée et aussi un petit peu moins de douleur qui va émerger de ça. Évidemment, ça ne permet pas d'éradiquer le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, ça permet simplement de soulager les symptômes. Donc, il faut toujours que le praticien garde en tête quelle pourrait être la cause sous-jacente du syndrome du côlon irritable pour mieux l'adresser avec des thérapies qui sont plus adaptées. Faire attention pour les gens qui ont des lésions des voies biliaires, des maladies hépatiques ou pancréatiques, une constipation évidemment parce que ça peut l'exacerber, et une consommation d'alcool qui sont tous des situations dans lesquelles il faut utiliser la médication avec beaucoup de parcimonie. Il y a d'autres traitements autorisés par Santé Canada qui vont viser à traiter le syndrome du côlon irritable avec constipation. Donc, par exemple, l'inaclotide et le plécanatide, qui vont toutes les deux, dans la même classe de médication, jouer sur la guanylate cyclase de type C, ce qui va permettre d'entrer, ce qui va permettre au liquide d'entrer davantage dans les intestins pour ramollir davantage les selles et favoriser leur excrétion à l'extérieur des sens intestinales. On voit aussi qu'il y a une diminution importante de la douleur viscérale qui peut être ressentie quand la médication est utilisée. Le trénapanor, qui est une autre classe de médication qui va réduire la quantité de sodium absorbé par l'intestin, ce qui va favoriser un appel d'eau et le liquide va se ramasser davantage dans la lumière intestinale pour favoriser justement l'excrétion des selles plus facilement dans un contexte de constipation. On a aussi noté avec l'utilisation de cette médication-là une diminution de la perméabilité intestinale et de l'hypersensibilité viscérale, qui est un effet parallèle qui est bien apprécié des utilisateurs. Il y a d'autres suppléments naturels qui peuvent vous être recommandés par des naturopathes. Je vous encourage évidemment, si vous voulez consulter un naturopathe, d'opter pour des naturopathes agréés qui sont membres de l'ANAC, par exemple, qui vous certifient que leur cursus académique est à la hauteur de la compétence que vous voulez rechercher ces thérapeutes-là. Donc, c'est très important dans le but de bien vous encadrer pour choisir les bons produits de santé naturelle en comprenant bien la physiologie sous-jacente et en étant capable d'identifier les risques et les bénéfices de chaque approche. Ce n'est pas parce que ce sont des produits de santé naturelle que ce sont des produits qui sont complètement inoffensifs. Donc, c'est important de bien connaître les doses et les contre-indications de chacune de ces molécules-là, tout comme on le fait avec la médication quand vous consultez un médecin. Par contre, c'est important de savoir que beaucoup d'études se sont penchées sur l'effet de différentes herbes qui sont utilisées depuis des centenaires, même millénaires, entre autres la menthe poivrée, qui peut se donner sous forme d'huile essentielle ou toutes sortes d'autres produits qui vont être dérivés de la menthe poivrée. Il y a énormément d'études qui ont regardé son efficacité par rapport principalement au syndrome du côlon irritable avec diarrhée. Et clairement, c'est une molécule vraiment sûre, sécuritaire et efficace pour atténuer les symptômes. Les enzymes pancréatiques, on estime que près de 60 à 80% des gens peuvent en bénéficier. Tantôt, je vous parlais des mécanismes physiopathologiques sous-jacents qui peuvent accentuer les symptômes qu'on peut retrouver dans le syndrome du côlon irritable et l'émergence de déclin de la fabrication de certaines enzymes pancréatiques ou de leur activation peut déclencher la perturbation de certains symptômes ou de la physiologie sous-jacente menant au syndrome du côlon irritable. Alors, il y a des études qui se sont penchées sur l'ajout d'enzymes pancréatiques chez certains patients avec syndrome du côlon irritable avec diarrhée et qui en ont bénéficié de façon assez notable. Donc, ce sont des enzymes sûres, sécuritaires, qui peuvent avoir un effet bénéfique en complément avec d'autres traitements.
Un petit peu moins d'études pour les autres approches, par exemple le gingembre, le curcuma, l'aloès, qui est utilisé davantage dans les formes de constipation, peuvent avoir un bénéfice intéressant, mais beaucoup moins de données probantes que les deux précédentes dont je vous ai parlé. L'artichaut peut avoir un effet aussi très pertinent comme cholagogue au niveau des voies digestives. Par contre, il faut faire attention parce que c'est quand même considéré comme un FODMAP, donc ça peut exacerber les symptômes de certaines personnes en favorisant la fermentation de cet aliment-là. Trois autres produits qui sont des mix de différentes herbes. Le Padmaxlax, la prononciation est tout aussi difficile pour cet élément-là. L'atrantide et l'ibérogaste sont des mix de plantes qui ont été étudiés aussi et qui ont des bénéfices qui ont été documentés pour le premier, le syndrome du côlon irritable avec diarrhée, avec constipation, l'atrantile, même chose, et l'ibérogaste peut avoir un effet favorisant la motilité intestinale quand on voit que c'est le facteur qui peut affecter grandement l'émergence de symptômes du côlon irritable. Alors, très important encore une fois de faire un choix éclairé avec votre praticien qui va reconnaître la molécule qui est la meilleure pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer notre état? Donc, avec les connaissances que vous avez acquises jusqu'à maintenant, très important d'identifier les éléments déclencheurs et de favoriser le fait de les contrôler, de les éviter pour favoriser un meilleur contrôle de vos symptômes. Évidemment, on veut éliminer la possibilité qu'il y ait des red flags, comme on dit en médecine, donc les petits drapeaux rouges, le sang dans les selles, la fièvre, la perte de poids inexpliquée, les symptômes qui peuvent vous éveiller la nuit. C'est toutes des choses anormales qui doivent susciter une consultation médicale absolument. Une meilleure gestion du stress, une optimisation de votre qualité de vie, qualité de sommeil, de l'exercice régulier en favorisant vraiment l'implantation de saines habitudes de vie ont vraiment un impact positif sur l'émergence de symptômes dans le syndrome du côlon irritable. On vous conseille aussi de consulter un médecin pour discuter des options pharmaceutiques, ainsi que des nutritionnistes expérimentés dans la gestion du syndrome du côlon irritable qui ont des connaissances dans l'exclusion de certains types de FODMAP, ainsi que des naturopathes agréés si vous avez envie d'opter davantage pour des options non pharmacologiques. Les applications de suivi des symptômes du syndrome du côlon irritable et de gestion des aliments riches en FODMAP sont disponibles en ligne et je vous en parle dans quelques instants. Par exemple, My IBS App peut consigner beaucoup d'informations très pertinentes dans le suivi de vos symptômes. Et tout comme l'application Monash University qui est payante, celle-là, par contre, qui n'est pas très dispendieuse, mais qui peut être vraiment intéressante pour bien catégoriser les différents aliments en termes de constitution en FODMAP et de s'assurer que ça ne génère pas trop de symptômes pour vous. Donc, ça peut vraiment vous aider à faire une diète d'élimination avec succès pour savoir comment réintroduire chacune des classes et évidemment conserver une vue globale sur l'évolution de vos symptômes au fil du temps. Il y a des ressources complémentaires que vous pouvez consulter, évidemment, votre médecin, votre nutritionniste, naturopathe agréé si vous faites le choix d'opter pour des options non pharmaceutiques. Alors, il y a aussi des sites web qui peuvent vous être très utiles. Donc, la Société gastro-intestinale en parlant du syndrome de l'intestin irritable, Canadian Digestive Health Foundation, qui va aussi avoir une page dédiée au syndrome du côlon irritable, beaucoup de groupes Facebook de soutien et évidemment plein d'autres institutions qui sont là pour vous appuyer dans vos démarches dans le but de mieux comprendre ce qui vous arrive dans votre physiologie. Alors, ça m'a fait vraiment un immense plaisir de vous parler aujourd'hui du syndrome du côlon irritable en espérant que le sujet soit un petit peu plus clair pour vous. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez beaucoup plus de questions auxquelles vous aimeriez plus de réponses et de détails dans les explications. Au plaisir!